Salut, mon nom est Mathieu et vous écoutez le podcast La Convo avec mon invité, Steph Paquette. Bienvenue à La Convo, le podcast qui vous présente des conversations avec des gens de tous les horizons qui partagent passion, projet et cheminement de vie. C'est la rentrée scolaire qui s'amorce pour les écoles, les collèges et les universités. Bonne rentrée à vous, chers étudiants, enseignants, secrétaires, brigadiers. Mais je vous demanderais quand même d'avoir une pensée pour les concierges qui ont passé l'été à décrotter les écoles. Puis dans 2 semaines, ça paraîtra même plus. Bonne rentrée à tous. Salutations toutes spéciales à Ictinus pour vos projets de branding, design graphique, développement web, développement d'applications, intégration et visualisation des données. Ictinus, c'est votre solution. ICTIN.US. Steph Paquette, c'est une figure emblématique de l'Ontario français. C'est un auteur-compositeur-interprète qui a été récompensé à multiples reprises. C'est aussi un animateur, un improvisateur. Il a fait de la télé, de la radio, du cinéma et maintenant, il fait de l'humour. Il est un entertainer pure laine qui doute parfois de son talent. Fidèle à sa région du nord de l'Ontario, il était de passage à Ottawa, alors je l'ai invité chez moi, le temps d'une petite conversation autour d'une bière, et j'ai eu la chance d'en apprendre davantage à son sujet. Voici La Convo avec Steph Paquette. Steph Paquette, merci beaucoup d'être à La Convo. Ben écoute, ça me fait plaisir, man. Merci de venir chez moi, de venir me rencontrer à Ottawa. Ben merci, je trouve ça fun, une petite table Ikea. Oui, c'est ça. Urgent, je t'amène une bière en merci. plus, chin-chin. Santé, merci beaucoup. Yes. Une petite bière de Toronto, de mon côté. Moi, j'ai aucune idée. C'est laquelle? Moi, Stray Dogs d'Orléans, ça. T'es-tu sérieux? Ouais, c'est une bière locale. OK, ben écoute, t'es bonne. T'es bonne, bien sûr. Ça goûte comme l'eau du robinet. Ouais, c'est ça. C'est quasiment de la Coors Light. C'est ça, ben je me promène dans les cuisines des gens, où j'accueille les gens dans ma cuisine. C'est un peu ça le concept de La Convo. Faut-tu que je fasse la vaisselle, c'est ça? Non. Ben, je sais qu'il y en a dans la lavabo en ce moment. Ben, c'est ça, je t'attendais, je me dis, je pense pas qu'il va avoir un podcast. Je pense que le gars, il m'invite chez lui pour faire sa vaisselle. Ouais, c'est ça. On va faire 2 pierres 2 coups. OK, c'est ça. Hey Steph, pour vrai, c'est un honneur parce que... non, t'es un monument vivant. Je sais que je suis gros, mais quand même. Mais pour une certaine génération de jeunes, moi, je commence d'entrée de jeu avant qu'on commence à parler de toi. Oui. Je m'étais dit, quand tu as accepté de venir à La Convo, je me suis dit, faut que je commence avec cette anecdote-là. Quand je pense Steph Paquette, j'ai mon plus vieux souvenir de toi. T'es sur la 2e scène, la petite scène au Festival franco-ontarien devant l'Hôtel de Ville. Ouais. T'animes. T'as un gros bonhomme sourire dessiné sur le bedon. Ah, oui. Tu fais des impros, t'as ta guitare. Toute la journée, tu es sur la scène. Puis il y a du monde, il n'y a pas de monde, il y a plus de monde. Puis toi, t'animes le petit coin parce que c'était plus l'animation communautaire. Ouais. Puis t'es sur scène, puis t'es Steph Paquette. Puis c'est mon premier souvenir de te voir. Puis après ça, aussi à travers la Fesfo puis la Folie. Puis des matchs d'impro où est-ce que je te voyais avec la gang. Fait que, tu te souviens de ça, toi? Ah ouais, moi, je me souviens aussi de ça. Il y avait la gang, j'ai oublié c'est quoi leur nom, qui sont là au Festival Franco, qui font le maquillage. Dans le temps que c'était à l'Hôtel de Ville. Ils font du genre de maquillage de cirque et tout ça. Et là, moi, je suis arrivé là, puis je me suis dit, mais là, je peux-tu me faire maquiller la bédaine à la place? Là, je me suis promené en bédaine, c'est ça, il y avait le gros bonhomme jaune sourire dans sa bédaine. Je trouvais ça drôle. Mais tu te montrais souvent en bédaine dans le temps. Oui, ben c'est drôle, hein, quand j'ai perdu bien du poids, là, je l'ai tout remis, mais à le temps, j'avais perdu du poids. Ma blonde avait dit, là, qu'est-ce que tu vas faire, là, que tu as perdu du poids? Tu vas parler de quoi, là? Tu peux plus montrer ta bédaine, tu vas faire. Là, j'ai fait, ouais, t'as raison, je vais me mettre à manger des ailes de poulet. Pour gagner les things. Ouais, c'est ça. Un trademark, il faut le Exactement, on se comprend. On te connaît quand même, je veux dire, il y a des gens qui ont suivi certains festivals franco-ontariens, francophones dans la région. T'es quand même, quand je dis monument, parce que t'es un incontournable, t'es une valeur sûre. Quand tu montes sur scène, les gens te connaissent souvent, les gens embarquent facilement. Rares sont les fois, je pense, que tu vas te présenter sur une scène en Ontario où les gens vont pas connaître un peu qui tu es. Est-ce que je me trompe? Je pense pas. Et je dis ça, je réponds ça humblement aussi. Je pense pas. C'est quand même... J'ai quand même 44 ans, puis ça fait quand même 23 ans que j'ai pris la décision d'y aller 100%
artiste à temps plein. Là. Ouais. Je suis pas un serveur la semaine, puis je fais ça les fins de semaine. J'ai lâché une bonne job où j'avais 3 semaines de vacances, puis des bénéfices. Parce que pour moi, être artiste, c'est pas une job. C'est qui je suis. Puis à un moment donné, j'ai sauté parce que dans ce temps-là, j'avais pas de famille, j'avais pas d'enfants, j'avais pas rien. Puis je trouvais que c'était un bon temps de le faire. J'ai mangé des croûtes pendant un bout. Mais je suis bien à cette heure. Je suis loin d'être millionnaire. Mais il y a quelque chose de cool de dire que moi, je me lève le matin, puis soit que je fais de l'humour, ou soit que je fais de la TV, ou soit que je chante, ou soit que je suis assis dans une cuisine à Orléans en buvant une bière avec un chum, en parlant dans un micro. Ah oui. Je trouve ça cool. Puis tout ça réussit à nourrir ma fille, puis à payer mon hypothèque, puis à payer ma Dodge Caravan 2015. Hey, ça rock les Dodge Caravan. Hein? Ça se comprend, ça se comprend. Allez, mais tu sais, je trouve ça absurde, puis je trouve ça cool, puis il y a de quoi être fier. Donc, quand tu dis monument, mais je dis merci, mais c'est pas venu du jour au lendemain non plus, puis on me dit souvent que c'était pas possible de vivre en Ontario français comme artiste. Et souvent, on va m'utiliser comme exemple, dire non, check Steph Pocket, le kit, sauf c'est du travail, puis c'est de l'encadrement aussi, et c'est de l'aide de tout le monde. C'est mes parents là-dedans, beaucoup d'amis et tout ça. Donc, c'est sûr que je me suis l'entourage est important. Voilà, je me suis pas rendu où je me suis rendu tout seul. Là. Moi, un artiste qui fait... Moi, j'ai tout fait moi-même. Mais ça, c'est de la grosse bullshit. Là. Moi, c'est une raison que je suis encore à Sudbury, c'est à cause que je suis bien entouré. Quel genre de petit gars t'étais quand t'étais petit gars? Où t'as grandi? T'as grandi à Chelmsford. Oui, en banlieue de Sudbury. Parle-moi de ton enfance, ta ville, tes amis, ta famille, ta relation avec tout ça. Puis est-ce qu'on te reconnaît encore aujourd'hui de ce petit garçon-là? Moi, je suis né un 18 décembre 1973, donc je suis né une semaine avant Noël. J'étais un grand joueur de hockey. Moi, j'ai une sœur plus vieille de 3 ans. Et mon enfance, c'était ça. C'était comme beaucoup d'enfance. Moi, qu'est-ce qui est cool, tu sais, je regarde ma fille aller. Moi, j'ai une fille de 13 ans, mais nous, tu sais, moi, je suis pré-Internet, pré même le câble. On n'avait pas le câble à la maison. Donc, c'était une enfance très active. Moi, j'arrivais à la maison, puis n'importe quand je pouvais être sur ma bicyclette ou mon skateboard ou tout ça. Le hockey prenait beaucoup de place dans ma vie. Il y a un dicton qui dit que dans le nord de l'Ontario, t'es né avec une paire de patins. C'est classique. Tu sais. Puis encore à ce jour, c'est une chose que j'adore, c'est patiner sur des patinoires extérieures. Il y a quelque chose l'hiver que j'aime. Tu fais encore ça souvent? Oui, avec ma fille, il n'y a rien que j'aime plus que patiner avec ma fille. Je sais que ça sonne tellement simple, mais c'est quelque chose que tu faisais avec tes parents, avec ton père? Oui, c'était... c'était vraiment important, tu sais, pour ma mère. Mais ma mère a été entraîneur en chef de mon équipe de hockey pendant des années aussi. Sérieux? Cool, ouais, ma mère, pas seulement enseignante. C'est pas typique d'avoir une mère entraîneur? C'est pas typique. C'était vraiment la première femme derrière le banc. Wow. Et d'ailleurs, il y était 2. Celle aussi, l'adjointe aussi, c'était... j'oublie son nom. Mais ça a pris beaucoup de place dans ma vie. Mon père, c'est un mineur aussi. Donc, lui, il travaillait des chiffres de 12 heures, graveyard qu'on appelle. Donc, à un moment donné, on se voyait plus trop parce que lui, il quittait à 7 heures. Et là, il revenait à 7 heures du matin, puis il allait se coucher. Puis, moi, je le voyais un peu après l'école. Il faisait à souper, puis il partait, tout ça. Ma mère, c'est une enseignante de 36 ans. Donc, c'est sûr, à Noël, on recevait des cadeaux comme des bécherelles. Puis des... Oui, c'est ça. ou les cadeaux qu'elle avait reçus de ses élèves. Exactement. un re-gift. Exactement. Ah, un pot de biscuits. C'est ça. Un cendrier fait à la main, tu sais. C'est bon. Mais mon enfance, je sais, honnêtement, c'est drôle. Là, tu vas pas me croire, mais j'ai pas j'ai une très bonne mémoire pour mes paroles de chansons et pour les textes quand je fais du théâtre ou de la télévision, tout ça, mais j'ai vraiment pas... je sais pas. Je suis pas un gars qui regarde en arrière trop. La nostalgie, c'est pas quelque chose d'entretien tant que ça? Non, moi, c'est vraiment bizarre comme à la maison, ma blonde va mettre plein de photos
Puis moi, il n'y a pas une photo que moi j'ai mis sur ça. Moi, Ok. je suis pas, je sais pas. Je sais pas, je suis juste de même ou que il n'y a pas de temps. Ah, tu te souviens-tu quand on faisait ça? Et là, des fois, il y a des gens qui me parlent puis qui font, tu te souviens? Puis je fais, malheureusement, non. Mais tu es toujours dans la création. Fait que tu es toujours dans Ouais, ça dans doit le être ça. prochain, dans Ça le doit être ça. futur. Tu sais, il y a Ça doit être ça. peut-être qu'il y a peu de place pour la nostalgie. Je sais pas, peut-être aussi, c'est le secondaire, ça a été tellement moche pour moi que tu sais, j'étais vraiment le gars bizarre à l'école. Moi, ma blonde, moi, j'ai sorti avec la même fille pendant 5 ans au secondaire. Tu sais. Elle avait une boucle d'oreille dans le nez. Dans le temps, c'était vraiment pas. Moi, j'avais une boucle d'oreille dans chaque oreille, mais dans le temps, c'était pas la mode. Tu comprends? T'avais des plus gros. Des plus gros trous ouais, aussi. ouais. Ça. Donc là, on était comme les outcasts, nous Ouais, autres, ouais. de l'école. Tu sais, je me suis fait taxer souvent. Le bullying, là, j'étais un des victimes du bullying. Mais je sais pas, mais j'ai juste. J'étais juste différent, je sais pas, ou différent, ou juste pas normal, ou je sais pas quoi. Mais c'est-tu, toi, tu te sentais différent ou les autres te traitaient différent concrètement? Je sais pas, c'est peut-être. Parce Tu que sais, des fois, moi, des fois, c'est. moi, je trouvais ça drôle, je fitais pas dans le nord de l'Ontario. Tu sais, moi, j'ai jamais eu une motoneige. OK. J'ai jamais fait de chasse. OK, ouais. Tu comprends? Moi, je me souviens, au secondaire, j'ouvrais mon casier, puis j'avais les photos. Je découpais les photos des belles filles dans des magazines à ma soeur. T'en parles dans tes stand-up, ça. C'est hein? ça, ouais, mais ma soeur avait des magazines de Team Bop, ou Team je sais pas quoi, là. Puis l'émission populaire dans le temps, c'était Facts of Life. Puis j'allais tout le temps découper les photos de Joe de Facts of Life. Je la trouvais tellement cute, tu sais, ou Samantha Fox. Ok, Puis je mettais ça dans mon... ouais. Mais tout le monde avait des photos de la nouvelle motoneige de l'année, tu sais. Puis je me trouvais tellement bizarre. Ah ouais. Tout le monde allait à motoneige, mais pour nous, c'était jamais ça. Comme le camping, tout ça, c'était jamais... Ça faisait pas partie de notre enfance, tu sais. Je sais pas, tu sais, un pick-up, là, un camion, c'était pas mon affaire. Tu sais, c'est pas... T'étais où, toi? Tu faisais quoi? Pendant que les autres, ils étaient près de Moi, j'étais dans la rebooter? troupe de théâtre. Ok. Tu sais, puis là, je faisais de la... Tu sais, je faisais du hockey, mais c'est vraiment quand j'ai découvert l'impro. C'est vraiment l'impro qui a... À quel âge tu as découvert l'info? C'était en 12e année. OK. En 12e, 11e année, je me suis inscrit parce que dans le temps, maintenant, tu as la Folie, qui est le tournoi provincial d'improvisation pour les écoles secondaires de l'Ontario français, et tu as les Jeux franco-ontariens. Donc, pour les gens qui nous écoutent, Jeux franco-ontariens, c'est un peu un melting pot, un millimélo, où tu as impro, sport, etc., etc. Mais c'est pas école contre école, c'est vraiment tu t'inscris dans ton domaine et on te mélange avec des jeunes de l'Ontario français, et voilà, c'est plus pour le plaisir. Mais dans le temps, il n'y avait pas les Jeux franco-ontariens. Donc, le tournoi d'impro, c'était ça. Donc, même si ton école n'avait pas d'équipe, C'est la folie encore maintenant? ouais, tu pouvais t'inscrire et on te mettait dans une équipe. Moi, j'ai joué en finale. Tu comprends? Là? Et c'était une émission à la télévision. TFO faisait ça. Robert Marinier était animateur de ça. Moi qui étais en 12e année, j'étais allé en 11e, je connaissais pas le jeu, je me suis inscrit juste pour aller voir. Puis aller voir des Patrick Bourbonnais, des gens de même, là, des Sébastien Lorquet. Et là, l'année d'après, je me suis bon, je pense que je connais le jeu, je vais m'inscrire. Et notre équipe a gagné le tournoi en finale contre un petit nom qui s'appelle Julien Tremblay. T'sais. Ah ouais, ah ouais. Et on a tout commencé là. Et là, je regarde encore les vieilles, et c'est sur vidéocassette, on se comprend. Là. Puis pour moi, de l'impro, ça a vraiment changé ma vie. C'est là où j'ai rencontré Jean-Sébastien Busque et Mathieu Pichette de Les Deux Pieds dans la Marge. Avec eux, on a créé Jeune Esprit dans le temps. C'était quoi ça? Jeune Esprit, c'était... Nous, on voulait être les Rocs et Belles Oreilles de l'Ontario français. OK. Moi, j'étais pas très francophone. Donc, tu sais, pendant que beaucoup de francophones, eux, il y avait la nostalgie. Non, tu te souviens, tu te passes partout. Mais moi, je fais non, moi, c'était Sesame Street. Okay. Tu comprends? Moi, c'était plus du côté anglophone. Et je connaissais vraiment pas Rocs et Belles Oreilles. Moi, j'étais pas vraiment dans le... C'est quoi le Mounty? Voyons, Peyton Mounty, c'est quoi? Monty Python, moi, je connais pas, mais ouais, que je connais souvent c'est les gens qui... Benny Hill, moi, je regardais beaucoup Benny Hill, le Britannique. Mais c'est grâce à Jean-Sébastien Busque et Mathieu Pichette que j'ai appris Rock et Belles Oreilles, tout ça. Donc, eux, étant québécois qui vivaient en Ontario, là, j'ai commencé à découvrir l'humour et tout ça. Et c'était une émission locale
qu'on faisait. Il y avait un poste de télévision locale. Eux, ils faisaient ça. Moi, je suis rentré là-dedans. Ils ont envoyé un pitch. On a fait 2 émissions de 30 minutes pour TFO dans le temps. Okay. Dans le temps, c'était même pas Volt encore. C'était Imagine. Ah, ça s'appelait. Connu, moi. Nous, on a fait une année à Imagine où on faisait on a fait des genres de capsules humoristiques pour ça. Et l'année d'après, on a fait des capsules pour Volt. Il y avait tout rebrandé. C'était devenu Volt. Et après la 2e année, on a comme moi, je me suis acheté une guitare. J'ai découvert l'amour de la scène et de la musique. Et eux ont continué. Mathieu Pichette est devenu animateur de Volt aussi. Oui. Et là, ils ont fait leur chemin, comme eux autres, avec les 2 pieds dans la marge. Et moi, je suis allé du côté de la musique, tu comprends? Eux, ils se sont fait de l'argent, puis moi, je me suis fait des admirateurs. T'es devenu un monument en Ontario. Les autres, ils en achètent des monuments. Ah ouais, exactement. Toi, t'en es un. exactement. Tu peux pas tout avoir dans la vie quand même. Là. Ah, mais quand même, hein. L'impro, ça a duré quand même longtemps parce que veux pas, ça te sert dans toutes toutes mes disciplines. Tes disciplines, c'est ça. Mais moi, je me dis tout le temps, je suis pas musicien. Puis je suis pas un chanteur. Moi, je suis un improvisateur qui a acheté une guitare. Mm-hmm. Et c'est pour ça que j'improvise beaucoup dans mes spectacles. Puis je sais au début, puis je sais au Québec, ça n'a pas marché beaucoup parce qu'ils étaient tous confus. Et souvent, j'allais faire des auditions, des concours, comme celui à Desjolies, tout ça. Puis là, ils ont fait, bon, on n'est pas sûr si c'est humour ou de la chanson que tu fais, tu comprends? Mais pour moi, c'est parce que je croyais tellement pas dans ma capacité, dans mon talent de musicien, que je me suis dit, mais c'est correct, même si la chanson n'est pas bonne ou si j'ai manqué, je sais pas, c'était tout croche ou tout ça, je sais que je suis capable d'être drôle. Oui. Je sais que je suis capable d'être drôle, donc ils vont oublier la chanson, puis là, je vais être drôle. C'est la différence un showman. C'est un showman, mais aussi c'est une affaire d'autodéfense, c'est le gros bonhomme drôle. Tu sais, moi, je me trouve pas cute, beau, j'ai une bédaine, le kit, donc tu rencontres une fille, tu fais des jokes. C'est comme ta coquille extérieure, tu vois. Puis c'est vraiment seulement quand, 3 ans, 4 ans passés à Contact Ontario, quand j'étais arrivé tout seul sur scène avec ma guitare, j'ai sorti la chanson au Jeu des Mines. Oui, j'étais dans la salle, moi. Puis regarde, là, le gros gars drôle, là, là, je veux que vous écoutiez mes chansons puis mes paroles. J'en ai des frissons. C'était quand t'as fait cette chanson dans la salle, là, ça silence captivé. Hey, j'en ai des frissons. Là. Ben, merci. C'est venu. Tu sais, j'avais déjà entendu cette chanson-là. Mais ton interprétation ce soir-là, là, je me souviens, tu étais sur le côté droit de la scène. En tout cas, je me souviens, j'ai vraiment une image. Je me souviens où j'étais assis. Puis. C'est ton interprétation. Tu sais, la chanson est bonne, puis elle a un message. On pourra reparler tantôt des mines, là, tu sais. Mais elle avait un message quand même assez triste, tu sais. Très. Qui parle un peu de la mort, puis qu'est-ce qui est difficile de travailler dans les mines, puis il y a une catastrophe qui arrive. Bon. Mais l'émotion, tu l'as fait transpercer aux gens dans la salle, là. C'était non seulement un musicien, mais un interprète. Ben, merci. C'est ça qu'on a vu. Ben, j'ai compris à un moment donné, il y a des gens qui vont jamais comprendre. Tu sais, tu peux avoir une belle voix, mais ça ne veut pas dire que tu sais chanter. Oui. Tu vois, il y a des gens qui chantent, puis il y a des gens qui interprètent. Ça. Mm-hmm. Puis moi, je pense ma force, c'est ça. Puis je pense que ça vient aussi du fait que oui, j'ai un background d'être comédien et tout ça, d'improvisation, mais à un moment donné, je pense que le gars que tu vois sur scène, c'est le gars qui existe hors scène aussi. Je veux rester le plus vrai possible. Ouais. Puis je veux pas, mon père a travaillé 36 ans dans les mines. Ouais. Puis le Nord d'Ontario connaît encore à ce jour, en 2018, des désastres et des fatalités dans les mines que, pour moi, en 2018, avec la technologie et l'argent qu'on a dans un pays riche comme le nôtre, c'est complètement inacceptable. Ça. Ouais. On m'a tout le temps dit, quand tu sais pas quoi écrire, tu écris ce que tu connais. Ouais. Hey, on est là, parle-moi de cette chanson-là. Qu'est-ce que ça raconte? C'est très drôle. Puis comment proche que c'est de toi pour vrai? Moi, j'avais été approché par Éric Robitaille. Dans le temps, à Radio-Canada, CBON à Sudbury. Il pitchait un projet. Alain Dorion, dans le temps, était à la tête de Radio-Canada à CBON à Sudbury. Et là, il y avait ce concept-là, travaillait Éric Robitaille, Normand Renaud, un concept de faire de la radio live devant le public,
mais dans les petites communautés du nord de l'Ontario pour parler du dépaysement du nord de l'Ontario. Et il y avait l'intention d'amener un auteur et un différent auteur, compositeur, interprète par émission, 8 émissions. Et chansons, textes, tout ça. Donc, Chapelot, Capscasing, Sturgeon Falls, etc., etc. Et ils m'ont demandé d'écrire une chanson de folk. Dans le temps, j'étais dans le gros band Herme Exponentielle avec les cuivres et tout ça. Tu sais, c'était le gros funk. Je jouais pas beaucoup de guitare pendant mes spectacles. Et on m'a demandé, parce que je vivais juste à côté de la station, il a dit, peux-tu nous écrire une petite chanson juste pour le projet, puis on va pitcher le projet au national, voir si on pourrait l'accepter. Et là, je fais, merde, c'est vraiment pas mon style, ça. Et je me souviens, j'étais en bobette, dans ma chaise Ikea de plastique, une chaise de dehors, qui a le trou, parce que quand il pleut, là, mais moi, je mettais ça à l'intérieur, j'étais cheap, là, j'avais pas d'argent. Et je regardais à la télévision, il y avait un documentaire au chute Spring Hill, à Nouvelle-Écosse, qui est le plus grand désastre minier de l'histoire canadienne. Je crois que c'est 34 personnes qui ont perdu la vie. Wow. Et je me souviens, j'étais là et je l'écoutais à moitié. J'étais au téléphone avec ma mère, puis j'allais souper chez ma mère ce soir-là. Et je me souviens juste d'écouter à moitié ça, puis j'avais ma mère, et je me souviens de dire à ma mère, « Oui, maman, on se revoit à soir. » Et j'accroche le téléphone. Et il y a juste figé sur le moment, et je vois ça. Et là, je me suis imaginé, hey, ces gars-là, là, ils ont probablement dit ça à leur mère ou leur épouse ou leur enfant, ouais, on se revoit à soir, mais ils ne sont pas revenus. Et tout de suite, le flash, j'étais allé courir chercher ma guitare. Moi, dans le salon, en bobette. Et j'ai écrit cette chanson-là, et c'est rare que ça arrive. Je veux pas que les gens écoutent ça, qui pensent que, ah ben oui, il écrit des chansons à 15-20 minutes. Ce n'est pas le cas. C'est presque rare que ça arrive. Oh oui. Mais ce moment-là, ça a juste arrivé. Il y a des grands classiques qui ont été créés sur le moment. Voilà. C'est ça. Quelque chose qui arrive. Comment il y a ça il y a une expression en anglais, du Sprouse of Creation. En tout cas, il y a. Puis savoir saisir à la place de faire, non, je vais l'écrire tantôt. Non, il y a quelque chose qui se passe dans mon cerveau, il y a quelque chose. Bang, bang, et là, j'ai lancé la chanson, ils ont fait call, le projet a été accepté. Et cette chanson-là n'a jamais été utilisée dans le projet. Ah non. Et la chanson a été mise dans un tiroir. Et même sur l'album La Cellulaire Pays, n'était pas là. Et a resté là dans un tiroir pendant longtemps. Et c'est là que j'ai contacté Antoine. J'ai dit, là, non, c'est le temps qu'elle ressorte, cette chanson-là. Puis c'était juste un hasard de même. C'était vraiment... puis j'ai appelé mon père aussi. Je disais, OK, père, là, j'ai besoin de savoir là, comment parce qu'il travaille dans les mines. Oui, comment c'est dans les mines. Là, c'est quoi? Puis j'ai voulu garder aussi la terminologie parce qu'il y a des terminologies en français que je ne connaissais pas, comme scaling. C'est vraiment un anglicisme, comme c'est scaling en anglais. Mais je voulais vraiment rester vrai aussi. Puis je pense pas que cette chanson-là gagnait à avoir les bonnes terminologies françaises. C'était vraiment plus dans l'interprétation de l'émotion. Puis ça juste... C'est cru. Yeah. Ouais. Moi, c'est la partie de la chanson quand tu pars, t'arrêtes la musique, puis là, t'es a cappella. Ah, c'est là où le summum de l'émotion... Puis que je change le texte au passé, parce que la chanson commence, moi, je travaille dans les mines. Ah oui, c'est et à la fin, en a cappella, c'est je travaillais dans les mines. Ouais. Depuis au moins 10 ans, tu sais. Ouais, ça m'arrive des fois d'avoir des bonnes idées. Ça en est une des bonnes. Oui. Mais, ça fait longtemps que je n'ai pas eu une bonne. Sauf être ici, prendre une bière à toi. Oui. Ça, c'est une maudite bonne idée. Ah, c'est un bon moment. OK, bon, regarde, là, tu t'en vas, t'es à Sudbury, tu commences l'impro, tu prends ta guitare. Qu'est-ce que tu fais pour te faire connaître? T'as fait de la radio aussi? C'est-tu venu avant ou après? La radio, c'est venu après. Moi, c'était vraiment je me suis dit, je vais faire... Mais je pense que c'était de m'encadrer, tu comprends? Moi, c'était le groupe En Bref dans le temps, Yves Doyon, tout ça. Oui. Je me suis dit, je connais rien de la guitare. Moi, j'étais à l'université dans le temps. J'étais arrivé au bon temps. C'était vraiment... on avait décidé de faire renaître la troupe de l'Université de Laurentienne, la troupe de théâtre de l'Université de Laurentienne, des gens comme... André Paiement de Cano, comme des Denis Saint-Jules, comme des Michel Dallaire, tout ça qui ont passé par là. Nous, on a fait revivre ça dans mon groupe, mais j'avais des gens comme Serge Monette qui jouaient beaucoup de guitare, et c'est vraiment à le regarder. Puis Robert Poisson était dans ce groupe-là aussi. Et là, je me suis dit, cool, tout le monde joue de la guitare.
Puis là, tout le monde, moi, je traînais avec eux autres, puis là, ils allaient voir, en bref, dans le temps, c'était un trio, là. Mm-hmm. Les deux frères de Laforêt, Martin Patrick Laforêt avec Yves Doyon, là. C'était pas le band avec Sean Sazniak et Scott Allman, là. C'était vraiment... J'ai pas connu, mais c'était quelque chose. C'était vraiment cool, les trois harmonies, tout ça. Et là, moi, j'ai dit, all right, je vais acheter ma première guitare à 125$, ma BC Rich que j'ai encore, d'ailleurs. Ah oui. Et là, moi, j'étais là, puis Yves Doyon, puis Martin Laforêt me montraient des accords. Donc, pour m'aider, j'ai dit, je vais aller en tournée avec eux autres. Moi, je vendais leurs cassettes. Oui, mesdames et messieurs, je vendais les cassettes. C'était le merch guy. C'était le merch guy. Et eux, en retour, ils me donnaient des leçons de guitare et tout ça. Puis ça a juste commencé de même. Écoute, c'est le troc. La plus vieille échange monétaire au monde, le troc. Hein? Voilà, exactement. Exactement. Ma blonde, dans le temps, Julie, Thomas, qui écrivait les textes des chansons, puis ça a juste donné ça. J'étais allé à un tournoi d'impro, tu vois, encore de l'impro. Ouais. J'ai rencontré Guy Coutu, qui, lui, est devenu guitariste et fondateur du groupe Les Chaises Musicales, mon premier groupe de musique. Tu vois, ça revient tout le temps à l'improvisation, mais c'était juste de m'encadrer. Puis après ça, pour aller un peu plus loin, c'était Daniel Bédard. Daniel Bédard, qui était dans le temps enseignant, prof à l'Université de Laurentienne. Ah oui, je ne savais pas qu'il avait été prof. Ouais. J'ai failli son cours de musique la première année. Ouais, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi, j'ai failli son cours et je suis retourné le voir. Je fais là, je sais pas si tu te souviens de moi. Il dit, ouais, t'as pas failli mon cours. Je dis, ouais. Mais c'est parce que je pense que je suis vraiment bon. Puis j'aimerais ça que tu réalises mon premier album. Il a fait, je sais pas, tu sais. Et ça, c'est un hasard. C'est quoi ton premier album? C'est pas Homme Exponentiel? Non. C'était Homme Exponentiel. Mais Chaise Musicale, on avait un EP parce qu'on avait gagné La Brunante. Tout ça. Bon, on avait eu de l'argent. On a fait un genre de EP avec les Chaises Musicales. Mais mon premier album, c'était ça. C'était Homme Exponentiel. Mais avant ça, c'était 2 chansons. Puis ça, c'était la deal. Quand j'y pense, je me dis comment que ma vie aurait pu être tellement différente. J'étais allé voir Daniel Bédard, puis il n'était pas intéressé. Puis c'était ça. Puis moi, je faisais... Enregistre dans l'album. Ouais, puis je faisais mes affaires. Puis là, mon band venait de casser. Chaise Musicale venait de casser. Eux sont allés se joindre à Christian Berthiaume. Ils ont fait Conflit dramatique. Oui. Tu comprends? Et tout ça. Puis moi, j'étais tout seul. Et là, un jour au lendemain, moi, je faisais des spectacles. Puis après ça, je lâchais. Je n'avais plus de musique. J'avais plus de band. J'avais plus de groupe. Ouais. Et Dan Bédard qui me contacte. Puis il fait, hey, c'est bon ce que tu fais, man. C'est trop tard, si je fais plus de musique. Puis il dit, non, man, regarde qu'est-ce qu'on va faire. On va faire 2 chansons. Hein? On va faire 2 chansons professionnelles qui étaient Je suis comme je suis et Le silence c'est mieux que rien. Puis ils dit, on va faire 2 chansons. Un CD de 2 chansons. On l'envoie au Conseil des arts de l'Ontario. Si tu ne reçois pas une scène, je te dérange plus, on se parle plus, va faire ta vie. Okay. Il dit, mais si on reçoit de l'argent, une subvention, t'as pas le choix, on fait un album au complet. Là, moi, je me dis, c'est quoi les chances que je vais avoir? Qu'est-ce qu'il raconte, lui, là? Donc, on est allé il a fait faillir mon cours. Qu'est-ce exactement. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut se revenger. On a fait les 2 chansons, on a envoyé ça, puis comme tu le sais, je sais pas si tu le sais, mais les subventions t'attendent 3-4 mois. Oui. Et du jour au lendemain, 3-4 mois plus tard, j'arrive à la poste, ma mère, elle arrive à la maison, puis elle fait, hey, il y a une enveloppe pour toi, puis c'est le Conseil des arts de l'Ontario, 9 000 $. Wow! Et là, j'appelle Dan Bédard, je dis, hey, je viens juste de recevoir un chèque de 9 000 $ du Conseil des arts de l'Ontario. Puis il a fait, on fait un album. C'est quoi la deal, man? Faut que tu fasses un album au complet. And the rest is history, comme on dit. Homme exponentiel, c'est ça que vous avez. C'est homme exponentiel, mais tu sais, comme... Tu sais, je pense, si ce chèque-là, je sais pas qui était sur le jury, mais ça a changé. Ça aurait complètement changé. En fait, ça a changé ou ça l'a confirmé des doutes? Parce que tu savais plus, puis là, ça t'a confirmé que tu savais au bout de la ligne. I guess, je sais pas, je sais pas. Ça juste... Et là, on dirait, de là, ça a été un après l'autre, tu vois. J'étais allé à Saint-Ambroise, chanson en fête de Saint-Ambroise, un concours-là. Je suis devenu le premier hors Québec à gagner le concours. Ma blonde a donné naissance quand j'étais là. J'ai nommé ma fille Ambroise à cause de ça. Tu sais, quand tout arrivait un après l'autre, j'allais faire Granby après. Le monsieur qui n'a pas de nostalgie. parce que tu la laisses pas dans le passé, tu l'amènes avec toi dans le ça, mais nostalgie d'enfance, je sais pas. J'étais pas un bon kid.
Je pense que c'est pour ça. Je pense que j'ai voulu effacer. J'étais vraiment pas un bon kid. On m'a changé d'école. J'étais pas une bonne personne. J'étais une personne perdue. Je me battais beaucoup. Tu savais-tu que t'étais pas un bon kid à ce moment? Non. C'est maintenant que tu fais une rétrospection puis tu... Ouais, puis même tu sais, quand tu commences en Ontario français, veux pas, quand t'es moyennement bon, ben, tu sais, dans le temps, il en mouillait pas beaucoup de groupes là, de musique. Tu sais, on venait de gagner la Brunante, puis on gagnait des affaires, puis on s'est dit, mais Chris, on doit être bons, nous autres, man. Mais là, c'est facile que ta tête enfle un peu, puis je sais ce que j'étais, puis je sais ce que je suis à cette heure. Tu sais. Penses-tu qu'à un moment donné dans ta carrière où tu as été prétentieux, beaucoup. Parce que, justement, tu étais le seul à recevoir... Ben, là, je mets des guillemets dans ce que je dis, là. Mais tu étais un des seuls... Oh! Crap. Ah, c'est correct. Ça, c'est la bière qui vient prendre le bord, mesdames et messieurs. C'est la dernière fois que je t'amène une bière. C'est ça. T'avais un spotlight pas mal à toi, puis il y a des gens qui venaient, puis t'étais déjà là d'avance. T'as-tu senti que t'étais prétentieux? Et si oui, quand t'as réalisé que parce que là, je t'écoute, là, puis il y a de la sagesse, tu sais. Les premières fois, tu sais, je me souviens une couple d'années passées, là, dans une chambre d'hôtel, tu sais, je pense pas que moi et toi, on aurait connecté comme on connecte là, il y a une couple d'années passées. Ouais. T'étais sur un autre nuage, moi, j'étais ailleurs. Puis là, à cette heure, là, je trouve tellement que t'es facile d'approche, friendly, tu comprends, t'es confortable avec qui tu es, puis tu veux amener du monde avec toi. Ouais. C'est ce que je sens. Ouais, moi, je veux pas. Puis je dis pas que t'étais prétentieux. Non, je sais que j'étais prétentieux. Je sais que je l'étais, puis ça, je le remarque. Puis prétentieux dans plein de façons aussi. Écoute, je suis pas une grosse vedette, puis je peux imaginer les grosses vedettes américaines et tout ça, mais tu sais, on y a goûté quand même où le monde, tu sais, à un moment donné, capotait pour nous autres, puis c'était peut-être un peu plus facile à cette heure de se trouver une date ou de trouver une fille à qui baiser. Soyons honnêtes, là, tu sais, puis je suis certain que j'ai abusé de ça parce que j'étais Steph Pocket. Voyons donc, je suis le chanteur des chaises musicales. Tu comprends, là? C'est tellement absurde quand tu le dis à cette heure, tu sais. Moi, ma mère a beaucoup joué là-dedans, tu sais. Elle dit, je vais tout le temps avoir la plus grosse aiguille au monde, tu sais, au cas où ta tête devait trop grosse. Mais moi, vraiment, le gros moment, c'était en répétition, dans le temps qu'on avait le gros band de 7-8 membres, hommes exponentiels. Et c'est Daniel Bédard encore, qui est le directeur musical. Et moi qui arrive là, en retard, premièrement, parce que je suis le chanteur. Il faut que tu arrives en retard. C'est mes tunes, voyons donc. Je peux faire ce que je veux. Un frontman qui arrive à l'heure, qu'est-ce que c'est ça? Il manquait juste le 41, puis la fille dont le nom j'oublie, mais moi j'arrive là en retard, premièrement, puis les répète, puis tout de suite tu sens qu'il y a une froideur, mais moi je suis tellement cave que je vois rien. Et là, par la deuxième, troisième chanson, mes paroles sont toutes croches. J'ai pas pris le temps d'apprendre mes paroles, mes propres textes. Et là, dans la troisième chanson, le band arrête, Dan Bédard arrête le band. Et qui regarde tout le monde, puis qui fait « Excuse les gars, excuse d'avoir perdu votre temps. Là. Moi, je pensais qu'on était ici pour appuyer un professionnel. Évidemment, je me suis trompé. Fait que Slap in the face. Ouais, je veux pas perdre plus de votre temps, les gars. Donc, c'est ça. Anyway, je vais vous appeler si jamais il y a une autre répétition. Puis il a mis sa basse, il a serré, puis il a crissé le camp. Toi, t'es resté là? Moi, j'étais là avec le restant des gars. Puis il m'a dit une affaire, là. Si tu te fais te mettre dans ta place. Ouais. Et là, c'était vraiment une leçon de vie, là, ça. Énorme, là. Dans quelle année, à ce moment-là? Ça, on était dans les... Je venais de gagner... parce que l'album avait sorti pendant que j'étais à Saint-Ambroise. Je venais de gagner Saint-Ambroise. Là, j'étais comme... Hey, j'ai gagné un concours au Québec, man. Au Québec. Dans le temps, surtout, pour un Ontarien. Ben oui, mais là, on a passé à travers bien des étapes, puis c'est plus, tu sais, c'est-à-dire, on est la Nouvelle-Acadie, là. C'est ça. Mais dans le temps, c'est... Je viens de gagner un concours au Québec. J'ai gagné 4 prix à Granby 2 mois plus tard. Tu sais, j'étais comme... Je flyais, là. Ouais. Là, puis là, je me disais, fuck it, j'ai pas besoin de mettre d'efforts, man. Je suis bon, tu sais. Et ça a été vraiment une leçon de vie. Qu'est-ce que tu as fait pour changer... Ou est-ce que tu as fait quelque chose à ce moment-là? Tu sais, il y a des moments où c'est soit que tu fais whatever,
ou soit tu arrives à la maison puis tu pratiques en temps. Yeah. J'ai sorti ma guitare, man, puis j'ai pratiqué en sacrament, man. Et j'ai rappelé Dan Bédard, je pense qu'il y a eu un 3-4 jours, puis j'ai fait, OK, je suis prêt, man. Il a dit, là si jamais, là, si ça se reproduit, là, that's it, là. T'as plus personne qui te back, t'as plus... Et moi, j'avais eu tellement la chienne que j'avais plus de musicien, parce que j'étais le musicien le plus poche du band. Moi, j'étais juste le showman, tu sais. Dans le temps, je disais, je suis juste le showman. Que j'avais tellement la chienne, j'ai fait, man, j'ai connu mes paroles, tu vas voir, man, j'ai connu en esti mes paroles, tu sais. C'est drôle. Puis Daniel Bédard, ça a été vraiment... Moi, j'ai pas de bac, j'ai pas de degré de diplôme. Mais je suis fier de dire que je suis sorti de l'école de Daniel Bédard. Puis toutes mes grosses leçons musicales et tout ça, ça a été à travers de lui. Puis souvent, j'avais lâché. J'écris plus de tunes. Je suis pas bon guitariste, Dan. De la merde, j'écris plus de tunes. Puis c'est lui qui... Écoute, man, c'est pour ça que tu embauches un guitariste. C'est toi, ta job. C'est de chanter. Ouais. Puis entertainer le monde devant toi. Puis il n'y a personne qui le fait comme toi. Ouais. Fait que laisse-nous faire notre job. Toi, concentre sur ta job. Tu vas voir, ça va bien aller. Back, leçon de vie, tu sais. L'autre fois, j'étais comme, man, j'aimerais ça jouer de la guitare. Il dit, hey, c'est ça, t'es un guitariste. Mais c'est pas parce que t'es bon en guitare que ça veut pas dire que tu peux écrire des bonnes chansons. Toi, t'écris des bonnes chansons. Nous autres, on va y jouer. OK? Puis c'était juste des étapes de même. Puis il a tout le temps été là pour bien m'encadrer. Puis c'est une raison pourquoi je suis encore à Sudbury. Le monde, là. Dan Bédard, t'es proche de lui encore aujourd'hui? C'est le parrain de mon enfant. Ah, pour vrai? Wow, OK. Puis veux pas, on a passé des moments difficiles ensemble. On s'est engueulés sacrément en studio. Mais il a tout le temps su faire la différence entre le professionnel et le personnel. Tu vois. Pendant qu'on enregistrait le premier album, L'Homme exponentiel, sa mère est décédée. Oh, okay. Donc, j'ai passé à travers ça avec lui aussi. Donc, tu l'as appuyé à ce moment-là? Oui, on a eu des moments là, où c'était pas juste dans le studio. Il y a eu des moments personnels. Puis ça, c'est des choses qui ne s'oublient pas. Ouais. Peu importe, même si je ne suis pas souvent sur la scène avec lui maintenant, tout ça, c'est des choses qui ne s'oublient pas. Ça. Tréhors, c'est aussi avec l'arrière-pays. Tu as gagné gros avec cet album-là. Meilleur album, meilleure pochette, puis meilleur album dans le temps que Damien Robitaille et Luc de la Chalière avec André Lindsay. Puis là, on s'est dit, on est ici pour rien, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est un album qu'on a enregistré en 4 jours. Ah, sérieux, hein? 4 jours parce que je déteste le studio. Je vais être bien honnête, je déteste le studio. Je suis l'inverse d'Édouard Landry, qui, lui, présentement, il est dans le studio pour enregistrer son 5e album en comme 3 ans. Oui. Moi, c'est le live, moi, c'est le spectacle que j'aime. Le studio, je déteste. Donc, moi, j'ai dit, écoute, Dan, moi, je ne veux pas perdre du temps avec ça. C'est juste des chansons d'un projet de Radio-Canada. On va tout mettre ça. Ça ne va rien donner, oui. Moi, je fais de la TV à cette heure. Ça ne va rien donner. L'arrière-pays, c'était un projet de Radio-Canada? Ben oui, c'est Salut l'arrière-pays. Tu te souviens? On avait 24 chansons, on en a choisi 10 parce que eux, Radio-Canada, ils avaient décidé, avec prise de parole, de publier les textes de ce projet-là. Ils ont dit, écoute, ça serait le fun d'avoir un petit CD juste pour ta guitare, puis on va mettre le CD avec le livre. Ça va être un extra avec le livre. Et Dan Bédard a écouté les chansons. Il fait non, il y a des bonnes chansons là-dedans. On va faire des vraies chansons. Okay, un vrai album. L'historique, ouais. J'ai le vinyle ici, d'ailleurs. Oui, mais merci. Et, mais c'est ça. Puis là, j'ai dit, mais moi, je veux pas perdre de temps que ça. Voyons donc. 4 jours, paf. 4 jours. Donc, on a fait 2 jours de musique. Et c'était tout live. Tout le monde en studio en même temps. Après ça, 2 jours de voix, puis that's it. Puis je pense que c'est ça qui fait l'essence de l'album aussi. Et c'est pas parfait, il y a un feel que je trouve l'émotion, c'est ça. Quand l'émotion peut passer à travers. C'est ça. C'est pas juste beau, il y a un feeling au bout de la toute. C'est ça. Puis je pense que je vais jamais, si je décide d'enregistrer encore, je vais jamais retourner à la vieille façon de faire un instrument à la fois. Puis tout ça. J'ai des chansons de prêtes. Je vais te donner le scope. Je ne sais même pas si c'est un scope. Qui je suis, moi? Je ne sais même pas si c'est un scope. Il y a des chansons de prêtes. Je risque de retourner en studio enregistrer 5 chansons. Pour 2-3 jours? Pour 2-3 jours. Ça parle de quoi, tes chansons, mais maintenant? on va les lancer. Pas d'un EP. Ça va être... Aux 3 mois, on va lancer une chanson.
thématique. C'est ça, je disais. On retourne à... déjà, c'était ça le single. Ouais, c'est ça. Donc, je vais retourner à ça. Ah. Puis, il y a même peut-être une chanson de Noël là-dedans. Ah ouais. Même si je déteste Noël. Hey, Mary Carey est riche à chaque année, elle. Je le sais, mais c'est pour ça. Je pense que l'album va s'appeler « Je fais ça pour le cash ». Ouais. Je sais pas, on verra ce que ça donne. Mais ça parle de quoi? Mais il y a 5 tonnes de près. Ça parle de quoi? Est-ce que c'est d'actualité? Non. OK, là, je vais te donner le lowdown. Je suis allé m'asseoir avec Normand Renaud, avec qui lui avait signé les textes du Salut de l'arrière-pays, avec qui je m'entends très bien, d'ailleurs. Puis on travaille très bien ensemble. Et j'ai dit, OK, j'ai des nouvelles tonnes, man. Puis là, je suis slack, là. Là, ça me tente plus. Puis là, je suis plus sûr que ce que je fais. Je suis tellement d'affaires qui se passent dans ma vie que faut vraiment que je prenne le temps d'écrire des chansons. J'ai dit, là, je vais venir chez vous tous les lundis à 10h. Ça va me forcer d'au moins travailler des tonnes, tu sais. Ça a duré 2 semaines. OK. Dans les 2 semaines. Parce que c'était complet ou tu t'étais allé? Non, parce que j'étais ailleurs, moi. Ouais. J'y croyais plus ou je sais pas quoi, mais il y a quelque chose que Normand Renaud a dit qui me restait collé dans la tête. Et c'était, tu sais quoi, Pocket? On se casse la tête à écrire des paroles poétiques, le kit. Puis tout le temps, puis c'est le problème en français, c'est tout le temps les textes, faut que ça soit... Il dit, Christy, supposément, là, que tous les foyers francophones en Acadie ont un CD de Caillouche. Mm-hmm. Et il dit, qu'est-ce qu'ils font en Ontario français? C'est un vieux bonhomme, un gars de même, qui chante des chansons faciles que tout le monde auquel peut s'identifier. Oui. Puis des textes au premier niveau. Puis là, moi, je me dis, ouais, donc t'es dans la merde. Toi qui écris des trucs. Hein. Et ça m'a vraiment resté collé. Et j'ai fait, all right, c'est ça. Ça va être ça. C'est-tu drôle? C'est-tu joyeux? C'est joyeux, drôle. Moi, je vais sortir ma chanson Ta sœur est plus belle que toi. Okay. Ça, c'est sûr. Puis ça va être country. OK. J'ai le goût d'aller country. De toute façon, le country, c'est... Ça pogne. C'est mainstream à cette heure. Mais tu sais, c'est des tunes comme Bière à la main et Gogoon aux pieds. Tu sais. Ouais. Ça va être vraiment... On va essayer de... Non, pas essayer. Il y a déjà 5 chansons de fête. On s'est dit, là, on va fermer le cerveau qui veut tout le temps trouver la ligne poétique. Puis on va aller bien simple. Puis il veut pas aussi à Sudbury, mais le country, ça pogne. Oh oui. Mais c'est ça, c'est des gars qui, en pick-up, puis je dis pas qu'ils sont pas smart, là. Je dis pas qu'ils sont pas... C'est pas une question d'intelligence. C'est juste, c'est un peu mais pas un peu, c'est, tu sais, le John Mellencamp, là, le John Cougar Mellencamp, que c'est blue collar songs, comme qu'il dit. Lui, man, il écrit des chansons pour le gars qui se réveille le matin, qui s'en va travailler avec ses mains, construction des mines, puis qui revient, qui a son pick-up, puis veut l'entendre juste des tonnes. Pourquoi tu penses que les Sun, Ottawa Sun, Toronto Sun, puis les journaux de Montréal, ça se vend à des millions d'exemplaires encore? Parce que le monde ne veut pas se casser la tête. Ils veulent la surface, puis ils veulent pas se sentir trop investis. Fait que quand tu passes un bon moment, tu réussis à leur donner ce qu'ils ont besoin pour le petit bout de leur journée, mais tu as accompli ta mission. Voilà. Donc, je pense que ça va être ça. Je pense qu'on va j'ai hâte d'entendre ça. Mais moi, je trouve ça cool, parce que moi, j'ai pas de contrat de disque, j'ai pas de compagnie de disque qui m'appuie. Donc, je peux carrément faire ce que je veux, quand je veux, tu sais. Mais pour moi, ça va être un peu de créer un peu, peut-être, le Nashville du nord de l'Ontario, tu sais. Okay. On a une équipe en place. On est tous dedans pour la même raison. Moi, je veux que le monde... Je suis déjà vieux, là. Mais j'espère que les gens... Je m'en fiche si les gens disent t'es bon, t'es ci, t'es ça. Je veux juste que les gens reconnaissent que j'essaie toujours, créer des moments sur scène. C'est pour ça que j'improvise beaucoup. Donc, je crée des moments uniques aux villes où je suis. Puis 2, de faire Pocket à la merde, si. Il pourrait juste revenir avec sa guitare à chaque fois, puis peut-être ça marcherait. Mais s'il nous arrive à quelque chose, à chaque fois, mais là, ça va être qui, là, aujourd'hui? Là? Ouais. Tu Steph Pocket, le gars qui compte des choses. Tu Steph Pocket, le gars qui joue de la musique. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Comme concept de revenir à contact, puis de faire... Hey, est-ce que tu vous souvenez de moi? Mais check, je fais ça à cette heure. Ouais. Mais c'est ça, c'est un peu ce que je disais en début. T'arrives, les gens
tu as fait ton chemin, les gens te connaissent, fait qu'ils sont réceptifs à tes propositions. Ouais. Tu sais, va devant, va dans un autre marché, là. Tu peux pas faire ça dans un autre marché. Ah, c'est clair. Tu as fait ton chemin, t'as des gens réceptifs, puis ils te redonnent. Ton public te redonne beaucoup. Oui, mais écoute, j'ai aucune expérience en stand-up, puis des diffuseurs qui m'ont donné une chance. Est-ce que 2 ans passés, ça? Ouais. 2 ans passés, Ouais. t'arrives à Contact Ontario avec Steph Pocket, mais pas de musique. Ouais. Seul avec un micro. Ouais. Sur, J'ai eu la ouais. chienne. Ouais. Ben, c'était bien. Merci. Ça a bien passé. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu la chaîne comme ça. Puis la foule t'a donné ce que tu avais Ouais, mais besoin c'est ça. pour Voilà, aussi, voilà. pour aussi aller avec. Voilà. Parce qu'on s'entend que les blagues que tu comptais, il faut que tu connaisses un peu l'Ontario. Ouais. Oui, moi, j'avais aucune intention d'aller à Montréal. Moi, j'avais aucune intention de faire grosse carrière moi, c'était vraiment, je voulais l'essayer, puis je voulais juste... Je trouvais que c'était un trou en Ontario français. Il y a un manque d'humoristes, Oui. mais pas à la formule québécoise. Moi, je voulais juste être... Regarde, on peut rire de nous-mêmes aussi, nous autres, en Ontario. Et drôlement, ça a marché parce que je crois que j'ai eu, une trentaine de dates ça, en ouais. Acadie. Là, je pars en c'est en Acadie. Oui, faire En des Ontario, dates. combien de dates t'as eu? Il me reste un show là, dans 2-3 semaines. Là, T'en as fait combien, à en Ontario? Penetanguishene. Une dizaine au moins, plus? Ouais, à peu près une quinzaine, à peu près. Ouais. Là. Qui est cool, tu sais. Il y en a qui étaient super bons, il y en a un peu moins Ça bons. t'a donné tu sais. des gigs d'animation aussi, où En tu fais de plus, l'humour. Voilà. Ouais. Donc, Puis ta facilité de t'adapter par région, de connaître bien, d'avoir tourné en Ontario, ouais. fait que tu peux t'ajuster rapidement aussi le tir. Oui, je pense que c'est ça aussi, un des secrets aussi, c'est que je suis capable de m'adapter. Je suis un vieux de la vieille, là, quand même. Là. Donc, ce qui est drôle, c'est que le show a été acheté par des écoles que je suis. Pardon, parce que c'était pas un show scolaire. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Ils vont pas connaître. Avec la pause, t'apprends ta blonde ta blonde qui essaie d'apprendre le français. Puis la différence entre mâle et femelle. Puis là, tu mets des pénis puis des vagins partout dans la maison pour qu'elle sache. Ouais, ça pour l'école. Mais là, il a fallu tout que je réécrive plein de choses pour scolaire. Mais ils voyaient, les gens savaient que tu étais capable de le faire. Ouais, j'imagine que oui, parce que donné, beaucoup aussi, ça a l'affaire de rire des jeunes qui sont là. Puis rire. Je suis allé faire à Barrie. Puis moi, je trouve ça drôle parce que Barrie, pour moi, c'est une ville qui est en chemin vers Toronto. Donc, pour moi, c'est ça la joke. Il n'y a pas d'attraction à Barrie. Il n'y a personne qui fait « Hey, on va aller voir ça à Barrie. » C'est pas Kingston. Là. Non, c'est pas Kingston. Donc, le show, pendant le premier 15 minutes, c'est moi qui lis la liste d'attractions qui se retrouvent sur la page Wikipédia de Barrie. Et moi qui est là devant ces jeunes-là, de faire « Check, là, je vais rire de vous autres, man. Ouais. » Et numéro 3 sur la liste des attractions, c'était la bibliothèque publique de Barrie. Tu comprends? Ouais. Ça, c'est ta 3e attraction, là. Ouais. Bon, on s'en va là, c'était que les enfants, nous autres. Ouais, ben... Hey, tu vas avoir un bon 10 minutes. C'est clair, là. Ah, c'est bon. Donc, j'ai essayé, puis j'essaie d'improviser beaucoup avec les jeunes, parce que veux pas, je peux pas... Les jeunes, ils ont... J'en ai une de 13 ans. Leur attention n'est pas tout le temps là. Donc, si j'essaie de faire trop de choses ou qu'il n'y a pas de référence culturelle ou trop vieux, donc moi, je niaise avec eux. Mais ça te garde jeune, ça te garde d'actualité. Oui, ça me garde. Je trouve ça weird que le monde pense encore que je suis pertinent pour les écoles. Je trouve ça bizarre parce que je me suis dit, j'ai 44 ans, je suis vieux, je suis comme... Ben, le 40, c'est niveau 30. Ça doit être ça. Hein? C'est ça qu'il dit. Ça doit être ça. Moi, je suis encore dans ma vingtaine. Hein? Sinon, si le 30, le 30, c'est le nouveau 20. Hein? Moi, je continue la mathématique. L'humour, c'est-tu quelque chose que tu veux faire? Tu le fais pour le trip en ce moment? Ouais. Ou tu le fais... Mais t'aimerais-tu ça? De développer un numéro qui pourrait fonctionner au Québec. Oui, j'aimerais ça. C'est sûr, il faudrait que je m'assoie puis j'aille au Québec travailler avec du monde, des écrivains, des gens. Tu sais, j'ai fait quelques spectacles avec Alex Roy, qui est un humoriste québécois. Ouais. Puis on a fait beaucoup de routes ensemble. Puis j'ai voulu qu'on prenne la même voiture parce que je voulais y jaser. Je voulais voir c'était quoi son cheminement, travailler avec lui, tout ça. Lui, il a fait l'école, lui. Pardon? Il a fait l'École nationale d'humour? Je suis pas sûr. Je pense que oui. Je suis pas sûr, tu sais. Okay. Puis je trouve ça intéressant comment lui approche ça versus moi. Moi, c'est plus conteur. Lui, c'est plus puncher. Tu sais, comme...
je trouvais ça le fun, tu sais, puis de bouncer des jokes. Dave Morgan, que j'ai produit à Sudbury, on a fait LOL Sudbury, il y avait moi j'ai décidé de faire un spectacle d'humour francophone, mais des humoristes francophones de chaque province. Il y a une franco-manitobaine, un acadien, moi, et un... Puis c'était le fun, Dave Morgan. Il n'y a pas longtemps de ça, là. Non, il n'était pas longtemps de ça, puis Dave Morgan, ça a été, pour moi, c'est vraiment une ouverture, tu sais. Moi, je pensais que j'étais drôle, puis j'avais des jokes, puis lui, il allait tout le temps juste un petit peu plus loin, puis je suis comme, c'est bon, ça. Il n'y a pas de problème, OK, tu prends ça, là. Tu prends de ça, là. Quoi d'autre que t'as, là? Ah, puis tu le donnes-tu, ça? Ouais, puis là, j'étais comme, OK, mais là, je vais parler de ça, non. OK, puis là, il fait une joke après, je fais, j'ai pas pensé à ce joke-là. Ouais. Et c'est là où j'ai réalisé qu'avoir quelqu'un avec toi, c'est ça. mais que c'est un luxe que j'ai pas à Sudbury. Exact. Tu comprends, un Normand Renault qui va écrire mes textes de chansons, il n'y a aucune Christie idée comment amener une joke plus loin. Moi, ma joke de l'exemple, tu sais, moi, Dave Morgan, il était vraiment quoi? Il dit, tu parles de quoi, Pocket? Tu vas parler de quoi? Je vais parler de ça, mais je vais parler de ma mère qui est enseignante. C'était mon enseignante. T'sais. Puis je dis, je trouve ça weird quand mon père sort de la chambre à coucher tout nu. Puis c'est écrit B+, en Sharpie rouge sur son chest, avec une petite étoile. T'sais. Puis les porcs arrêtent, cool. Il dit, ouais, puis quand il se tourne de bord pour aller à la toilette, c'est écrit beau travail sur ses fesses. Ah, c'est bon. Là, je fais, c'est que c'est bon, ça, man. Il voit tout le temps juste une étape plus loin. C'est parce que lui, c'est ça, c'est sa job, lui, dans un comeback, puis un comeback, puis un callback, puis un callback. Fait que là, toi, t'as le premier callback, là, lui, il est là pour... C'est ça. Ouais. C'était comme un jeu d'échecs, là, ce gars-là, puis il est tout le temps... Un, deux moves plus loin, puis j'ai trouvé ça vraiment... T'as-tu une relation avec lui encore? Oui. Donc, je pense développer quelque chose avec lui. Excellent. Mais c'est que je suis tout partout, c'est ça le problème. Ça. Là, t'es à Ottawa en ce moment, parce que t'as fait de la télé, t'as fait des Blues de Ramville, t'as joué dans... un film, il y a un mois de ça. Boîte à cadeaux. La Noël en boîte, avec Vincent Poirier comme mon frère. J'ai vu des grosse erreur de casting. Parce que tu peux pas mettre deux, je vais dire grands, j'ai dit avec humilité, là, mais deux grands improvisateurs de l'Ontario français sur un plateau de tournage ensemble. C'est sûr que le texte passe. Tu comprends? Et le réalisateur souvent fait... C'est Jocelyn Faure qui... Des fois, il venait... Avec de Moose Creek. Ouais. T'es comme, là, les gars, est-ce qu'on peut... sais-tu quoi, on va pas improviser cette fois. On va suivre le texte. Mais j'avais un 25 cents pour chaque fois qu'on entend ça. Il doit avoir des cotes d'impro qui c'est clair, lui, il était comme... Il y a du jeu. Il dit, il y a du jeu. Il dit, en plus, qu'on joue des frères. Ouais. Donc, tu sais, un bon réalisateur, il réalise quelle sorte d'équipe qu'il a, tu vois. Ouais. Puis lui, à un moment donné, il fait, OK, man, ces deux gars-là, si j'ai lâché... Des fois, ils nous lâchaient là, c'est go. Ouais. Mais là, c'est sûr, là, moi puis Vincent, on est comme, all right. C'est quoi l'histoire de ce film-là? C'est vraiment un rom-com, une comédie romantique à la classique américaine. Là. Okay. La fille populaire qui est à New York, qui fait des romans savons. C'est une grande vedette des romans savons. Et là, elle est prise dans un scandale où elle est vue en train d'embrasser quelqu'un dans un resto, mais on ne voit pas la face du gars, tu sais. Puis on pense que c'est le mari de la productrice. Bref, elle décide, fuck it pour Noël, je dis pas à personne, tout le monde pense que je m'en vais à Noël, je m'en vais dans un pays chaud, je vais retourner dans mon petit village du nord d'Ontario. Ouais. Et elle arrive, mais par surprise, toute la famille arrive. Moi, ma famille, on arrive. Tout le monde arrive parce qu'on est tous en train de cacher un secret. Et là, tout est révélé à la fin. Okay. Mais c'est vraiment cute. C'est vraiment... C'est bien réalisé. C'est le fun, mais moi, j'ai eu bien du plaisir. Puis surtout que ça s'est passé dans le nord de l'Ontario, je trouve ça cool. Ça va sortir où, ça? Ça va être disponible comment? J'ai aucune idée. Ça devrait sortir cet automne. Dans le temps de Noël. Dans le temps de Noël, tu sais, puis faire les j'imagine que tu fais la run des festivals de films en premier. Il y a des festivals de films à Sudbury, Moncton et tout ça. Il y a plein de choses que je voulais voir avec toi. Puis on a parlé beaucoup de ta carrière, pas de tes œuvres, mais j'avais le goût de parler aussi de ta vie de famille, puis tes amis, puis tout le monde. Non. Ouais, c'est ça. J'en ai très peu. Ouais. J'en ai très peu, mais ceux que j'ai sont solides. Oui. Sont solides. Parce que je fais beaucoup de routes, tu sais. Mais c'est ça. C'est très difficile d'avoir un ami qui comprend que fait comme là, on se parlera pas pour 3 mois parce que je m'en vais en tournée, tout ça. Puis
J'en ai perdu des amis, puis j'en ai perdu même du monde à cause de ce que je fais. Puis c'est la réalité dans laquelle. Mais ça, moi, j'aurais le goût de parler de tes enfants. Oui. Ouais, parce que tu as 3 enfants quand même. Oui. Comme moi. T'en as 3, toi, c'est ça. T'as ta fille de 13 ans, mais moi, les autres... Je pense que le prochain podcast, ça va être les 2 papas. 2 pères, oui. 2 réalités familiales complètes. Ouais. Parce que moi, ma plus vieille, elle a 22, puis ma plus jeune, elle a 13, puis toi, t'as ton... 9, 7 et 19 mois. Tu comprends? Puis moi, j'en ai 2 qui sont pas à moi biologiquement. Donc ça, c'est une autre réalité. Ouais, tu vois. ouais. Peut-être qu'on a une autre idée de podcast. Ben oui. Je vraiment, c'est garanti, on le dit, OK? Jean de la Convo. C'est moi qui vais t'interviewer pour le prochain Convo. Excellent. Hey, Steph, merci, merci énormément. De l'invitation dans ta cuisine, ça fait vraiment plaisir. Puis, c'était ça la Convo. All right. Non, j'ai le goût de te reparler bientôt. Là. Ouais, on fait all ça. Right. Si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez pas à les partager via ma page Facebook Buzz Fortin. Merci d'avoir été à l'écoute et moi je vous dis à la semaine prochaine.